Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse. Nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées et nous passerons ensuite au focus thématique qui sera consacré pour cette rentrée à l'action de l'État en mer et son organisation interministérielle, avec un point sur la lutte contre le narcotrafic. Et je suis très heureuse à cette occasion d'accueillir le commissaire en chef de première classe, Xavier Jameau, conseiller Action d'État en mer de l'état-major des opérations aéronavales, qui donc interviendra à cette occasion. Nous poursuivrons ensuite avec le point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Mais avant de commencer, je tiens à vous présenter le général Pierre Winkel. Après un parcours opérationnel dans les forces, le général Winkel a servi à 2 reprises au CIRPA Terre. Il a ensuite occupé plusieurs postes à la DRSD, avant de rejoindre à nouveau la communication comme délégué adjoint à la DICODE. Bienvenue à lui. Je vous propose maintenant de passer en revue les événements phares des actualités. Le 29 août à Toulon, le ministre des Armées Sébastien Lecornu participera au Conseil des ministres franco-allemands. Alors que le couple franco-allemand constitue un moteur essentiel de la défense européenne, le ministre et son homologue Boris Pistorius échangeront notamment sur la situation internationale et le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne. Le 1er septembre, le ministre des Armées se rendra à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, sur le site industriel d'Airbus Hélicoptères. Il se déplacera ensuite à Valence, dans la Drôme, sur le camp d'entraînement du 1er régiment de Spahis. Cette unité effectuera à cette occasion une démonstration des capacités de la 6e brigade légère blindée, dont elle fait partie. La ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, Patricia Miralles, participera au Festival international du photojournalisme Visa pour l'image à Perpignan lundi 1er septembre. L'occasion pour la ministre d'inaugurer le stand de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, le CPAD. À la fois centre d'archives et opérateur audiovisuel du ministère des Armées, le CPAD constitue une mémoire visuelle unique en Europe. Ces opérateurs, surnommés les soldats de l'image, suivent les forces françaises en opération, en France comme à l'étranger, et captent les plus grands moments de la nation. La ministre déléguée participera ensuite au vernissage de l'exposition Photographes et soldats, une représentation de la guerre. Cette exposition sera l'occasion pour le public de découvrir des archives exceptionnelles souvent inédites et il pourra aussi mesurer le travail des photographes et vidéastes qui contribuent à expliciter les conflits d'aujourd'hui et d'hier et à transmettre notre histoire par l'image. Le lendemain, mardi 2 septembre, la ministre déléguée présidera à Paris le 80e anniversaire de la capitulation du Japon, événement marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Accompagnée d'un vétéran du conflit, Patricia Miralles présidera le ravivage de la flamme du soldat inconnu. Et la ministre déléguée participera ensuite au vernissage de l'exposition L'Indochine dans le second conflit mondial 1939-1945, qui est hébergée par la mairie du 8e. Cette exposition met en lumière le rôle de l'Indochine française durant la guerre. Cette journée marquera la dernière séquence de commémoration des 80 ans de la Libération. Je passe aux actualités du ministère et nous restons dans le domaine des commémorations puisque du 29 au 31 août, la ville de Fréjus accueillera la traditionnelle fête commémorative des combats de Bazeilles, épisode fondateur de l'identité des troupes de marine. Chaque année, cet événement rend hommage au sacrifice des marsouins et des bigorres, surnom des fantassins et des artilleurs de l'infanterie de marine, lors des combats de la guerre franco-prussienne il y a 155 ans. Pendant 3 jours, le public pourra profiter d'un programme varié. Prise d'armes dans les arènes de Fréjus, présentation de matériel militaire, saut de parachutistes et moments festifs. Une cérémonie commémorative clôturera l'événement le dimanche 31 août. Cette célébration conjugue mémoire et modernité en associant hommage historique et démonstration des savoir-faire opérationnels actuels. Elle renforce ainsi la cohésion nationale par la mise en valeur de l'histoire et des traditions militaires auprès du public, tout en rappelant la continuité de l'engagement des armées au service de la France. Autre célébration, du côté de l'armée de l'air et de l'espace cette fois. Le 17 septembre, cette dernière
célébrera le 40e anniversaire de la mise en service du Mirage 2000 sur la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur. Cet événement sera l'occasion de mettre à l'honneur l'histoire, les évolutions et les missions actuelles de cet avion de combat emblématique. Les aviateurs qui assurent la disponibilité et l'efficacité du Mirage 2000 seront également mis à l'honneur. Depuis son entrée en service, le Mirage 2000 contribue à la protection de l'espace aérien français et prend part en opération à des missions de défense aérienne et d'attaque au sol. Il a également participé à la mission de dissuasion nucléaire jusqu'en 2018, avant de céder sa place au Rafale. Les multiples engagements du Mirage en Libye, au Sahel ou encore en Irak ont démontré sa polyvalence et sa robustesse. Au cours de l'année 2025, une flotte de 50 avions a bénéficié d'un programme de modernisation complète afin d'optimiser sa durée de vie opérationnelle. Il s'agit des Mirage 2000D, dit RMV, pour rénover à mi-vie. J'invite les médias désireux de participer à l'événement, de se rapprocher du CIRPA Air et Espace avant le 12 septembre. Au-delà des aéronefs, l'armée de l'air et de l'espace met en œuvre d'autres capacités, à l'instar de l'escadron électronique Sol 21.054, basé sur la base aérienne 123 d'Orléans. Cette unité changera de nom le 1er septembre pour devenir l'escadron de renseignement et de guerre électromagnétique, ou RGE. Cette nouvelle appellation reflète mieux l'étendue des missions et des capacités de l'unité qui vont de la surveillance à la protection des communications, en passant par le recueil de renseignements électromagnétiques à des fins stratégiques ou tactiques. Opérationnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis l'Hexagone ou en opération à l'étranger, l'escadron rassemble plus d'une centaine de spécialistes en renseignement et en guerre électromagnétique, offensive comme défensive, ainsi qu'en cyberdéfense. L'unité apporte ainsi un appui essentiel aux forces armées engagées en opération, à la préparation des forces et à la posture permanente de sûreté aérienne. Outre la guerre électronique, le numérique est également un domaine clé pour la supériorité opérationnelle des armées. C'est pourquoi le 1er septembre, le ministère des Armées procédera à une réorganisation majeure avec la création du Commissariat au numérique de défense. Placé sous l'autorité directe du ministre des Armées, le CND reprendra les missions et agrégera les ressources de la Direction générale du numérique, DGNUM, de la Direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, que l'on appelle aussi la DIRISI, et de l'Agence du numérique de défense, l'AND. L'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense intégrera quant à elle le CND en 2026. Les objectifs de cette réorganisation sont multiples. Le premier, c'est simplifier la gouvernance et accélérer la mutation numérique du ministère. Ensuite, c'est attirer les meilleurs talents dans ce domaine. Et enfin, c'est renforcer la souveraineté numérique des armées et en conséquence leur résilience. Avec la création du CND, le ministère des Armées œuvre au maintien des capacités opérationnelles robustes dans un secteur en constante mutation, tenant une part toujours plus importante dans les conflits modernes. Dans un tout autre domaine, l'armée de terre organise du 5 au 14 septembre le 24e Salon national des peintres de l'armée à l'Hôtel national des Invalides. Ce rendez-vous a lieu tous les 2 ans. Il rassemble les œuvres des peintres titulaires et agréés de l'armée de terre, ainsi que celles d'artistes sélectionnés par un jury. Le salon sera officiellement lancé le 4 septembre à 18 h par un vernissage en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Pierre Schill, et une visite guidée réservée à la presse est prévue en amont à 17 h. Cette 24e édition est placée sous le thème des victoires. Elle permettra à 78 artistes, civils ou militaires, peintres, sculpteurs ou photographes, d'exposer leur vision. Et j'invite les médias qui sont intéressés par cette exposition de se rapprocher du CIRPATER. Terminons avec une actualité opérationnelle. Le 25 août, le patriote outre-mer Auguste Técher, de classe Félix Éboué, a rejoint les forces armées de la zone sud de l'océan Indien à La Réunion. Après plusieurs mois d'essais en mer au large de Brest, ce transit jusqu'à son port d'attache a permis à l'équipage de finaliser la prise en main du bâtiment avant la réception officielle du navire par la Marine nationale. L'Auguste Técher, baptisé en l'honneur d'un compagnon de la libération réunionnais, aura pour mission principale
la surveillance des espaces maritimes français, la lutte contre les trafics illicites, la protection de la pêche ainsi que l'appui aux opérations de secours en mer et aux interventions humanitaires. Les patrouilleurs outre-mer disposent d'une autonomie et de capacités accrues par rapport aux bâtiments de classe P400 qu'ils remplacent. Et le déploiement d'un patrouilleur outre-mer à La Réunion renforce ainsi les capacités navales déployées dans la zone. L'Auguste Técher est le 3e patrouilleur outre-mer de classe Félix Éboué livré au territoire ultramarin après l'Auguste Bénébig en Nouvelle-Calédonie et le Iteraï à Tahiti. Ils sont tous baptisés en hommage à des héros ultramarins de la France libre. J'en ai terminé avec les actualités. Nous allons passer au focus thématique, sauf si vous avez éventuellement des questions en salle sur ces actualités. Je vous en prie. Bonjour, Christophe Vignon pour le magazine Défense Expert. J'avais une petite question à vous poser sur la journée défense et citoyenneté qui est donc prévue dès cette rentrée, dans une version, on va dire, actualisée. Est-ce que vous avez des informations à ce niveau-là? Alors, un petit peu plus tard. On n'a pas. Il y aura une communication qui sera sans doute réalisée plus tard, mais il n'y a pas d'information à ce stade sur la formule de la JDC pour cette rentrée. C'est noté, merci. Mais on reviendra vers vous. Merci. Nous allons passer au focus thématique, donc qui est consacré aux missions de la Marine nationale dans le cadre de l'action de l'État en mer et plus particulièrement la lutte contre le narcotrafic. La France, comme vous le savez, a une vocation maritime globale à travers ses outre-mer et son vaste espace maritime. C'est le 2e mondial. Cette vocation induit des risques nombreux et variés, inhérents au domaine maritime, et la France y répond au travers de l'action de l'État en mer, dispositif interministériel indispensable à la protection des intérêts nationaux. La Marine nationale joue un rôle central dans ce dispositif, grâce à son expertise et sa présence sur toutes les mers du globe. Parmi les défis auxquels l'action de l'État en mer permet de répondre, le trafic de stupéfiants figure en bonne place. Et en Méditerranée ou aux Antilles, comme dans les océans Indien, Atlantique et Pacifique, les trafiquants ont largement recours aux voies maritimes pour acheminer leurs marchandises. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au commissaire en chef de première classe, Xavier Jameau. Bonjour à tous, je suis le commissaire en chef Xavier Jameau, je suis le commissaire d'ancrage marine récemment affecté à l'état-major opération de la marine en tant que conseiller action de l'État en mer. Au cours de ma carrière, j'ai été embarqué sur la frégate de surveillance Vendémiaire, sur le bâtiment de commandement et ravitaillement Somme et sur le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre. J'ai également servi au sein du service du commissariat des armées à Toulon, aux Émirats arabes unis et plus récemment à la tête du groupement de soutien commissariat de Tours. Enfin, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui devant vous, j'ai été chef de bureau ou de division action de l'État en mer auprès du commandant de zone maritime Nouvelle-Calédonie, du préfet maritime Manche-Mer du Nord et du commandant de zone maritime du sud de l'océan Indien. Je vais d'abord évoquer aujourd'hui brièvement devant vous l'organisation de l'action de l'État en mer, qui coordonne l'action du gouvernement et mutualise en mer ses moyens sous l'autorité du secrétariat général de la mer. Puis j'en viendrai plus spécifiquement au focus de la lutte contre le narcotrafic et le rôle qu'y joue la Marine nationale. Donc quelques mots rapidement sur cette organisation de l'action de l'État en mer, l'AEM, qui présente quelques originalités et qui est parfois méconnue. Cette organisation est le résultat d'une évolution historique qui a conduit à identifier dans la figure du représentant de l'État en mer un réel agrégateur des politiques publiques en mer. Avec le développement de ces politiques publiques, le rôle du représentant de l'État en mer et le champ de l'AEM se sont progressivement élargis et recouvrent aujourd'hui un périmètre pleinement interministériel. L'ensemble des administrations qui disposent de moyens en mer contribuent ainsi à l'AEM au sein de la fonction garde-côte. Ces missions constituent en somme le dénominateur commun d'administrations aussi différentes que celles que vous voyez apparaître ici, sans remise en cause, évidemment, de leurs missions spécifiques et de leur chaîne de commandement interne. Il est d'usage de présenter ce périmètre de l'action de l'État en mer en cercles concentriques, au centre desquels on trouve les missions historiques de police, qui sont purement régaliennes, puis les domaines de la gestion de crise et des urgences en mer,
qu'il s'agisse d'assistance à navire en difficulté, de lutte contre les pollutions marines ou de sauvegarde de la vie humaine. Et enfin, la mission de gouvernance qui vise à réguler le plus harmonieusement possible les usages concurrents des espaces maritimes. La Marine nationale est un contributeur majeur dans ce périmètre et dans ses 45 missions. Elle y occupe une place particulière du fait de la dimension de souveraineté qui est attachée très directement aux espaces maritimes. Ceci est d'autant plus vrai avec l'émergence et le développement de menaces hybrides et le développement de menaces hybrides qui tirent avantage des règles et des usages de liberté qui s'appliquent au milieu marin. La mer est la principale voie d'acheminement de la drogue dans le monde. Je vais donc davantage développer ce point aujourd'hui au travers de l'évocation de la lutte contre le narcotrafic en mer. On se situe bien ici dans la mission historique de l'État en mer, celle de l'exercice des pouvoirs de police. Donc, la Marine nationale intervient de façon résolue et régulière sur les flux de trafic de stupéfiants. Elle intervient dans sa zone de compétence, en mer, grâce à une expertise qu'elle a développée depuis maintenant plusieurs années. Cette capacité d'intervention s'inscrit dans le cadre de l'action de l'État en mer qui fédère les administrations capables d'agir en mer sous l'autorité et la coordination du représentant de l'État en mer, qu'il soit préfet maritime ou délégué du gouvernement pour l'AEM en Outre-mer. Les opérations conduites par la Marine nationale en matière de lutte contre le narcotrafic s'opèrent en étroite coordination avec les services enquêteurs d'une part et avec l'autorité judiciaire d'autre part. Elle s'appuie sur les pouvoirs reconnus par la loi au commandant des bâtiments de l'État pour constater les infractions en mer. À l'international et en dehors des eaux territoriales, l'action des armées s'inscrit dans un cadre de coopération qui est établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et complété par la Convention de Vienne sur la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Les unités ainsi engagées ont la possibilité de basculer en opportunité et à n'importe quel moment des missions militaires de la Marine nationale à des opérations de police. Cette organisation originale, qui nous est enviée, permet aux moyens de la Marine nationale d'assumer des missions civiles de façon souple et autonome. D'autant plus aisément que le préfet maritime est aussi le commandant de zone maritime qui assure le contrôle opérationnel des moyens. L'originalité dont je vous parle réside précisément dans le fait que des missions civiles sont confiées à un préfet maritime qui est aussi un chef militaire. En Atlantique, en Manche-Mer du Nord et en Méditerranée, le préfet maritime est ainsi également le commandant de zone maritime et se trouve à la convergence des chaînes militaires et civiles, comme vous pouvez le voir apparaître ici. Cette unicité de commandement procure une grande cohérence et une grande agilité opérationnelle à l'ensemble. C'est une organisation efficace, économe et éprouvée. L'action de la Marine nationale prend fin à quai, le plus souvent, avec la remise de la cargaison du navire et des individus impliqués au service enquêteur désigné par le parquet. La Marine joue ainsi pleinement son rôle d'effecteur au large, constatant l'infraction et en remettant les auteurs au service compétent désigné par l'autorité judiciaire. Le pouvoir reconnu au commandant de bâtiment et la figure du préfet maritime avec ses fonctions de commandant militaire sont les clés de voûte de cette notion d'action de l'État en mer, d'AEM, qui permet de tirer le meilleur parti de nos moyens en les utilisant là où ils sont nécessaires, sous une autorité unique. Le commandant de bâtiment peut ainsi mobiliser des expertises supplémentaires, mais cela n'est pas indispensable à la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont reconnus. Et le préfet maritime, quant à lui, est souverain dans l'exercice de ses fonctions de commandant de zone maritime pour procéder aux arbitrages qu'il estime les plus pertinents sur la priorisation et l'emploi des moyens. La réactivité de cette chaîne de commandement est un atout opérationnel majeur. Planche suivante, s'il vous plaît. L'année 2024 a été l'année de tous les records, avec plus de 48 tonnes saisies par la Marine, 48 tonnes de drogues diverses. Ce sont 1,3 milliard d'euros qui ne financeront pas les réseaux criminels. L'année 2025 annonce encore des chiffres d'interception très importants. Ainsi, au 1er août,
38,5 tonnes de drogues diverses ont été appréhendées par la Marine nationale. Sur ces 38,5 tonnes, on observe une prévalence très significative de la cocaïne qui représente plus de 70% de l'ensemble. C'était déjà le cas l'an passé. Cela confirme en tendance la vitalité de ce marché, qui est alimenté par un flux toujours plus important transitant par voie maritime, et les données des services enquêteurs qui indiquent de leur côté une augmentation dans les zones de production. Plus en détail, cela nous conduit, planche suivante, au bilan suivant, arrêté également au 1er août. Il se répartit donc en saisie de cocaïne pour plus des 2/3, puis de cannabis sous toutes ses formes, d'amphétamine et méthamphétamine, et enfin d'héroïne. Géographiquement, les principales zones concernées sont la zone Antilles, le golfe de Guinée et enfin la zone Océan Indien. Ce ne sont toutefois pas les seuls, puisque régulièrement la zone maritime Nouvelle-Calédonie et la zone maritime Polynésie française font l'objet d'opérations. Vous pouvez voir ici qu'il y a une opération notamment au niveau de la Nouvelle-Calédonie. La zone Antilles est de longue date une zone de trafic, du fait de la géographie, mais aussi de son positionnement nodal entre les zones de production et les zones de consommation. Le golfe de Guinée est l'un des points d'accès au marché européen depuis les lieux de production sud-américains. Et l'océan Indien, enfin, du fait de sa proximité avec les zones de production asiatiques, est un espace privilégié de trafic d'héroïne et de drogues de synthèse. Planche suivante, s'il vous plaît. Ces chiffres confirment l'aptitude et le rôle particulier que la Marine nationale est amenée à jouer sur les flux primaires, concentrant les efforts sur les grands importateurs et sur les circuits de gros. La plasticité du milieu marin dont les trafiquants tirent avantage est ainsi également mise à profit par la Marine nationale pour opérer au large des sites de production, sur les zones de rebond et de transbordement, dans le respect toujours du droit international de la mer, bien entendu. L'entrave que constitue l'action de la Marine nationale sur les circuits d'approvisionnement des marchés empêche d'abord leur valorisation commerciale, avec un effet potentiellement décuplé par les altérations et coupes du produit dans la vente au détail. Elle permet aussi, dans la boucle du renseignement, d'alimenter les services enquêteurs sur les réseaux, les pratiques et les modes d'action des trafiquants. Cette concentration des efforts est rendue possible par la qualité de la coopération interservices nationale, que ce soit avec les services des douanes ou de l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, et à la dynamique de décloisonnement du renseignement. Elle résulte également de l'excellente coopération internationale en la matière, avec des services de suivi et d'alerte performants, à l'exemple du MAOC, le Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants, basé à Lisbonne. Pour intervenir en mer, la Marine met en œuvre des savoir-faire très spécifiques, qu'il s'agisse de repérer et caractériser les mobiles suspects, de les repositionner, de chasser les pistes ou encore de les contraindre à stopper. C'est la conjonction de ces savoir-faire qui permet par exemple la mobilisation d'un tireur d'élite embarqué sur un hélicoptère depuis un bâtiment à la mer, en mesure de faire feu sur un GoFast, sur les moteurs d'un GoFast, ces navires surmotorisés qui font du trafic interîle. Cela arrive régulièrement, notamment aux Antilles. Ces savoir-faire donc, et le partage d'expériences avec les services spécialisés de la douane et de l'OFAST sont indispensables pour maintenir l'agilité du dispositif face à un adversaire qui dispose de moyens et de procédés imaginatifs et qui s'adapte. La Marine nationale est mobilisée pour y faire face. J'en ai terminé et je me tiens à votre disposition. Ah oui, Pierre Julien, revue Aérospace du patrimoine. Petite question, on voit l'héroïne sur votre plan avec donc l'Afghanistan, la cocaïne avec la Colombie, le Pérou et puis la Bolivie. Il n'y a pas de référence sur le cannabis. Vous les avez, les pays, parce que... Alors, la Marine, elle ne joue pas de rôle d'agrégateur de renseignements sur ces sujets de stupéfiants. Elle s'en remet effectivement aux services spécialisés. Là, les cartes que je vous ai montrées, ce sont des cartes en source ouverte, mais évidemment, les zones de production de cannabis sont également
connu et surveillé. Hein. On sait que ça transite notamment par le détroit de Gibraltar. Mais voilà, je ne veux pas non plus... Ouais, elles sont dans toutes les têtes. Bonjour, Christophe Vignon pour le magazine Défense Expert. Petite question, quel est le délai de réaction depuis en fait Lisbonne lorsque la Marine nationale a une alerte ou un renseignement précis de certains bateaux, on va dire suspects? Quel est le délai de réaction, d'une part, et d'autre part, comment vous travaillez avec les autres marines britanniques et américaines peut-être? Est-ce qu'ils ont, elles, peut-être plus de moyens que nous, ou est-ce que nous avons plus de moyens dédiés à ça? Merci. Alors, en fait, Lisbonne entretient finalement, sous forme de liste, des navires d'intérêt. Donc, tout l'intérêt, c'est de mettre en rapport ces listes avec nos dispositifs de surveillance et de connaissance de ce qui se passe sur le milieu marin, pour voir un petit peu ce qui clignote et être en mesure de déclencher des interventions lorsque cela est pertinent, hein, parce que ce n'est pas toujours pertinent de sauter sur tous les ballons. Hein. L'intérêt, c'est de voir un petit peu quand on a des valeurs ajoutées véritablement importantes à une opération, de le faire avec la certitude d'aller au bout, c'est-à-dire d'aller jusqu'au legal finish. Ce qu'on appelle le legal finish, c'est donc la traduction judiciaire de nos opérations. Avec les autres marines, évidemment, il y a une coopération assez forte. Quand je disais tout à l'heure qu'on a un modèle qui est relativement original, c'est qu'effectivement, les pouvoirs de constatation des infractions et de verbalisation des infractions qui sont reconnus au commandant des bâtiments de l'État en France, les autres marines n'ont pas nécessairement cette même structure-là. Et il arrive régulièrement qu'elles soient obligées d'embarquer des services spécialisés pour jouer ce rôle. Donc on a une coopération évidemment extrêmement profonde et prolifique, hein, avec les autres marines, mais elles n'ont pas nécessairement cette même dualité d'emploi dont bénéficie la Marine nationale. Question de Jean-Marc Tanguy pour le journal Le Marin. Quelles améliorations sur les moyens, notamment de surveillance avec les drones et radars, par exemple aux Antilles, auriez-vous les modèles des capteurs évoqués par M. Retailleau vendredi? Et autre question de la part de M. Tanguy, à quand remonte la dernière ouverture de feu de la marine sur des moyens de transport des trafiquants? Et à quand remonte une éventuelle ouverture de feu des trafiquants sur la marine nationale? Merci. Alors, sur les données, les questions très précises sur le capacitaire, je vais être un petit peu en difficulté. Effectivement, il y a dorénavant donc des radars aux Antilles et surtout le renouvellement dont on a vu l'illustration tout à l'heure, notamment avec la mise en place des POM outre-mer, comble un déficit capacitaire qui faisait un petit peu défaut, notamment outre-mer. Pour ce qui est de l'ouverture du feu, la dernière opération qui a eu lieu en matière de saisie de narcotrafic, elle a eu lieu aux Antilles. Je ne crois pas qu'elle ait donné lieu à une ouverture de feu. Il faudrait que je revienne vers vous sur ce sujet parce que je n'ai pas forcément les idées très claires sur la dernière opération ayant donné lieu à une ouverture de feu sur embarcation. Pour le moment, il n'y a pas eu encore de riposte de la part des passeurs. En fait, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'on a affaire à des circuits de narcotrafic qui sont motivés par le plus puissant moteur qui soit, c'est-à-dire l'appât du gain. Donc, ils sont bien évidemment très agiles, ils s'adaptent, ils sont puissants et structurés. Donc, quand on intervient en mer, de toute évidence, on ne déroule pas des planchettes. Ce sont une adaptation et la mise en œuvre de savoir-faire qui sont systématiquement circonstanciés, sur lesquels repose le succès de nos opérations. Donc, effectivement, on n'exclut jamais d'avoir des difficultés et des canons conformes. C'est justement tout ce qui fait la valeur de ces bilans-là, puisque ça repose quand même sur des équipages et des senseurs qui sont performants.
En complément, je me permettrai juste de vous renvoyer sur les interactions qu'il peut y avoir. Il y a eu justement un reportage qui avait été réalisé, qui a été diffusé sur le journal de la Défense, sur le narcotrafic, et qui permet de comprendre un peu justement comment ça s'organise, comment ça se passe concrètement. Bonjour, Thomas Lapointe d'AEF Info. Je voulais savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus sur la coordination avec le ministère de l'Intérieur. Vous avez cité l'OFAST tout à l'heure. Est-ce que vous travaillez avec d'autres services également? Et un peu comment s'articuler. On sait que le ministère de l'Intérieur a également des moyens d'interception en mer. Enfin, comment ça s'articule avec les bâtiments de la Marine nationale? Voilà, merci. Très bien. Tout l'intérêt justement du dispositif d'action de l'État en mer que je vous ai décrit, c'est que tout ça se met sous la coordination et l'autorité unique du préfet maritime ou du représentant de l'État en mer. Donc il a finalement un panel de moyens à sa disposition pour intervenir. Avec le ministère de l'Intérieur, les interactions, elles sont très régulières et évidemment très fécondes, et elles reposent surtout sur de l'échange de renseignements, puisque c'est leur rôle, effectivement, de connaître le phénomène et de cibler, le cas échéant, les pistes sur lesquelles on peut être amené à travailler. Voilà. Je voudrais quand même rajouter quelque chose également, parce que quand on cite des chiffres comme ça un peu ex abrupto, on a l'impression qu'il suffit de se baisser pour ramasser, mais effectivement, vous avez raison de le souligner, ces bilans-là, ils sont le résultat effectivement de coopération très approfondie et d'un travail de renseignement très approfondi également. Oui, justement, alors déjà Jean-Marc Tanguy a pratiquement posé la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire, est-ce que vous estimez que, mais là vous avez donné la réponse, c'est-à-dire ces passeurs, on va dire, sont peut-être moins agressifs, violents que... Alors évidemment, le niveau est totalement différent par rapport aux orpailleurs de Guyane qui n'hésitent pas à foncer sur les pirogues et autres petites vedettes françaises, alors qu'effectivement, là, c'est plutôt des patrouilleurs et des frégates, donc ce qui est peut-être un petit peu différent. Autre question, c'est sur, justement, là, vous soulignez le rôle essentiel des renseignements. Quel est votre positionnement par rapport au centre opérationnel anti-trafic de Miami? Est-ce que nous avons sur place, par exemple, un représentant français à demeure ou, enfin, vous voyez un petit peu la question. Alors, on a des échanges très étroits également, effectivement, avec les structures américaines, puisqu'on intervient en complémentarité de leurs moyens dans la zone Antilles. Vous avez raison, là, on n'est pas sur le même niveau de violence que ce qu'on a pu constater donc au niveau des orpailleurs, par exemple. Je pense que c'est aussi lié aux caractéristiques de ce trafic, puisque ceux qui font les mules, entre guillemets, bon, on n'a pas affaire aux têtes de chaîne. C'est des gens qui agissent souvent sous contrainte, sous l'effet effectivement de ces réseaux qui leur mettent une pression incroyable, mais ils ne sont pas en train de jouer leur vie. Donc quand ils voient arriver une frégate, c'est suffisamment dissuasif, ou un patrouilleur, c'est suffisamment dissuasif pour qu'ils ne cherchent pas à résister. Voilà. Non, mais ensuite sur la coopération, oui, on coopère avec. Il y a des canaux de coopération régionaux bilatéraux qui sont ouverts un peu partout. C'est également le cas dans le Pacifique avec les Australiens et les Néo-Zélandais. C'est le cas dans le Pacifique également avec les Américains, puisqu'ils s'intéressent aussi à ce qui part de leur littoral pacifique. Donc oui, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Bonjour, Isabelle Couet des Échos, ici. Alors, petite question, est-ce que vous pouvez par exemple intervenir sur des abordages, intervenir d'urgence, si je ne sais pas, enfin je ne connais pas le droit maritime, donc si c'est un vaisseau marchand français par exemple, qui se retrouve victime d'un abordage de narcotrafiquants qui veut charger de la marchandise, est-ce que si vous êtes à proximité, vous pouvez être appelé et intervenir? Quelles sont les conditions d'intervention? Et une fois que la drogue est à bord d'un vaisseau, est-ce que là, c'est totalement le domaine de la douane et plus du tout le vôtre? Alors, non, c'est pas immédiatement le domaine de la douane, puisque, comme je vous l'ai dit, la Marine nationale est habilité par la loi à opérer, donc les commandants de bâtiments sont habilités à opérer en mer, jusqu'à remise finalement à quai aux services enquêteurs compétents.
Après, sur ce qui est de la capacité d'intervention, on a une capacité d'intervention sur tout navire battant pavillon français, où qu'il soit. Ça, c'est très évident. Mais je n'ai pas connaissance d'avoir eu des transbordements comme ça sur un navire battant pavillon français qui aurait été abordé et chargé sous contrainte. J'ai vu des vidéos, on voit ce genre, notamment dans la zone autour de l'équateur, de Guayaquil, où on voit ces vedettes qui... Alors il y a des transbordements, oui, en effet, à la mer. Donc ça, c'est des cinématiques, évidemment, qui sont pour nous suspectes. Hein. Quand on voit deux bateaux qui se mettent à couple, on se dit bien qu'ils sont en train de faire quelque chose. Tous les transbordements ne sont pas illégaux, d'ailleurs. Hein. Il y a des transbordements qui sont parfaitement autorisés. Mais ça fait partie, effectivement, du faisceau de critères qu'on met en œuvre pour déterminer s'il y a un intérêt à aller creuser davantage ou pas. Question de M. Vincent Groiselot pour Mer et Marine. Au-delà des zones de compétence des préfets maritimes, qui sont les autorités en charge aux Antilles, en océan Indien, dans le Pacifique et en Nouvelle-Calédonie. Donc les préfets maritimes, vous avez raison, donc, sont en charge des zones atlantiques, Méditerranée et Manche-Mer du Nord. C'est le représentant, c'est le préfet en fait, délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, qui est représentant de l'État en mer en Nouvelle-Calédonie, donc c'est le haut-commissaire, en Polynésie française le haut-commissaire également, et aux Antilles, donc c'est le préfet qui joue ce rôle. Il est assisté dans ses fonctions donc par le commandant de zone maritime. Donc on n'a pas la même unicité qu'en métropole, hein, puisque c'est bien le préfet civil qui endosse ce rôle de représentant de l'État en mer. Mais le commandant de zone maritime joue un rôle de conseiller à son profit, et c'est quelque chose, c'est des binômes qui fonctionnent également très bien. Petite question justement. De mémoire, il y avait certains cartels qui avaient utilisé, je crois, des sous-marins il y a quelques années pour faire le trafic. Est-ce que nous avons des moyens, nous, pour lutter contre cette forme, on va dire, originale de trafic? Merci à vous. Oui, donc, oui, je vous l'ai dit, hein, ces réseaux-là, ils sont extrêmement imaginatifs. Ils ont des moyens et ils sont déterminés. Hein. Donc on a un adversaire qui, de toute façon, est polymorphe. Au-delà de ces chiffres, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que je pense qu'il faut faire preuve de la plus grande humilité et pas sous-estimer effectivement ces cartels qui sont capables effectivement d'aller chercher des solutions techniques parfois tout à fait surprenantes. C'est le cas effectivement pour ces trafics par voie sous-marine. Ça a été attesté à plusieurs reprises par nos alliés. Nous, on n'a jamais eu le cas pour le moment, mais effectivement, c'est un phénomène qu'on connaît, qu'on documente et pour lequel on se prépare. Oui, bonjour. Emmanuel Gir pour le pôle Outre-mer de France Télévisions. Les prises records de cet été en matière de cocaïne, selon vous, elles sont liées à un changement de stratégie de la part des narcos ou juste à l'accroissement de l'efficacité du système mis en place? Je vais en revenir un petit peu à ce que je disais sur l'humilité, parce que sur ma dernière planche, je ne sais pas si vous avez vu, mais en effet, on sait qu'il y a une augmentation globale de la production. C'est à peu près documenté de manière... c'est la source ouverte, hein, ça. La capacité, nous, à entraver effectivement ce flux, il faut aussi la mettre en perspective, évidemment. On n'est pas dans une position de blocus naval. On n'y arrivera jamais. La mer est trop grande. Et effectivement, ça a été dit, donc ils sont imaginatifs, ils sont malins et ils sont structurés. Là, on a fait des grosses prises, en effet, avec des quantités plus importantes qu'à l'habitude, c'est vrai. Ça peut être effectivement lié à une qualité du renseignement qui est supérieure, hein. Mais c'est difficile de tirer des conclusions définitives, hein, parce que il y a des gros flux, il y a des petits flux. Je pense que c'est tellement protéiforme, il y a tellement d'enjeux financiers en jeu que c'est difficile de dire qu'on a un changement de paradigme dans les usages que font les trafiquants. Ce qui est sûr, c'est que la marine, quand elle fait des saisies de type 10 tonnes, comme ça a pu être le cas en 2024, mais également cette année, on porte des coups très sévères, parce que 10 tonnes, c'est quand même très significatif, y compris si on les rapporte à ces chiffres-là. Question de Jean-Marc Tanguy pour le journal Le Marin. Est-ce que la marine a pu récupérer à son profit des embarcations utilisées par les trafiquants?
La loi pourrait-elle être modifiée pour le permettre? Si ça n'est pas le cas, il semblerait que les douanes puissent le faire, elles. Alors, très juste, et c'est précisément une des évolutions de la loi de narcotrafic de juin 25, qui prévoit effectivement que la marine puisse être bénéficiaire des biens saisis. Donc ça, c'est une des nouveautés de la loi de juin 25. Merci beaucoup. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être à nouveau devant vous pour ce point presse de rentrée. On va débuter avec un tour d'horizon avec la zone Europe, où sur le flanc oriental de l'Alliance, la France poursuit son engagement aux côtés de ses alliés. Alors tout d'abord, en Estonie, le contingent français inséré au sein du bataillon multinational de l'OTAN a participé cette semaine à différentes manœuvres, drones et génies. Tout d'abord, les opérateurs drones du sous-groupement tactique Interarmes se sont entraînés avec leurs homologues américains à l'emploi de drones, leur détection et leur neutralisation. Dans un second temps, la section génie du mandat a été déployée dans la ville de Suryani pour y bâtir un camp de fortification et un réseau de tranchées au profit de la préparation opérationnelle de l'Estonian Defence League. Ces manœuvres illustrent l'engagement continu des forces armées françaises aux côtés de ses alliés. Par ailleurs, en Roumanie, le bataillon multinational de l'OTAN a poursuivi l'exercice Eagle Thunder, réunissant un détachement d'infanterie belge ainsi que du côté français un détachement d'artillerie et une section de mortiers d'infanterie. Cette semaine, les forces alliées se sont entraînées aux manœuvres mécanisées offensives et défensives, ainsi qu'aux actions de génie. Les tirs de nuit ont confirmé la capacité du bataillon à combattre dans les conditions les plus défavorables. Ces manœuvres mécanisées et de génie renforcent la mobilité tactique des unités alliées et illustrent l'aptitude à mener des opérations coordonnées dans un environnement contraint. On passe à la Pologne où, depuis le début de son engagement en soutien de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMAM, la France contribue au renforcement des capacités des forces armées ukrainiennes. Cette semaine se sont poursuivies les formations tactiques de combattants et d'instructeurs ukrainiens dans le domaine du tir de précision, du secourisme au combat, du combat d'infanterie et de l'emploi de missiles anti-chars. Tout en affirmant leur soutien résolu à l'Ukraine, les armées françaises dispensent des formations qui répondent aux besoins exprimés par le partenaire. On se déplace à présent vers l'Atlantique où plusieurs unités de la Marine nationale sont déployées dans le Grand Nord. Donc dans cette zone, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Garonne est engagé dans l'opération canadienne Nanook-Tugalik 25. La participation de ce bâtiment à cette opération annuelle permet le développement de partenariats avec les alliés de la région. Donc, intégré au Task Group 301, aux côtés des patrouilleurs canadiens et danois, le BSAM Garonne a réalisé des exercices de réponse à un sinistre, de recherche et sauvetage en mer et des manœuvres conjointes dans la région. Évoluant dans la zone exigeante de l'Arctique, le Task Group réalise des manœuvres qui renforcent l'interopérabilité entre les unités alliées et permettent un échange de savoir-faire qui est essentiel dans cette région stratégique. Toujours plus au nord, depuis le 10 août, le patrouilleur Fulmar réalise une mission de surveillance au large du Groenland. La navigation du patrouilleur dans ces conditions extrêmes du Grand Nord renforce les connaissances et capacités d'action des armées françaises dans la région. On passe au Proche et Moyen-Orient où les armées françaises maintiennent un dispositif réactif et modulable pour contribuer à la sécurité régionale. En Méditerranée orientale, une frégate est déployée au plus proche de la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans cette région. Ce bâtiment a également conduit une série d'exercices à la mer avec 2 patrouilleurs turcs, le TCG Imbat et le TCG Zipkin, renforçant les liens existants avec la marine turque. Par ailleurs, au Liban maintenant, la Force Commander Reserve, donc cette unité qui relève de la FINUL, poursuit ses missions dans le cadre de l'opération Daman. Rappelons que ce contingent franco-finlandais constitue l'unité d'intervention et de réaction de la FINUL, Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Qu'il s'agisse d'opérations de reconnaissance, d'appui logistique ou d'action en faveur des populations, les éléments de la FCR restent présents sur tous les fronts, incarnant l'engagement de la FINUL en faveur de la paix et de la stabilité au sud Liban. En Irak, maintenant, les Rafales assurent la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone depuis la base aérienne projetée au Levant.
Cette semaine, le détachement de chasse Rafale a poursuivi ses vols dans l'ensemble du spectre des missions aériennes, à savoir défense et surveillance de l'espace aérien et prise d'alerte pour l'appui aérien, ce qu'on appelle le Close Air Support. Des reconnaissances aériennes ont également été menées au Moyen-Orient au profit de la coalition. On passe maintenant à l'appui humanitaire dans la zone de Gaza. Donc, historiquement engagé dans la stabilité et la sécurité au Proche et au Moyen-Orient, le dispositif des armées françaises en place dans la région est régulièrement impliqué tant dans les domaines sécuritaires qu'humanitaires ou de protection des populations. À la demande du président de la République, les armées françaises ont mis en œuvre des missions humanitaires au profit de la population gazaouite depuis le 1er août. Conjointement avec l'armée de l'air royale jordanienne, les armées françaises, en étroite coopération avec ses partenaires régionaux et internationaux, ont réalisé 17 livraisons par air de fret humanitaire au profit des populations civiles de Gaza. Pour mémoire, une trentaine de largages de ce type avaient déjà été réalisés par les armées françaises courant 2024. Ce dispositif réactif et modulable, mis en place dans un environnement complexe, permet d'apporter une aide humanitaire concrète au profit de la population civile de Gaza. On passe à la mer Rouge, où une frégate française est engagée dans l'opération de l'Union européenne Aspides, qui contribue à la sécurisation des voies maritimes internationales de Suez à Ormuz. La semaine passée, cette frégate, soutenue par un avion de patrouille maritime Atlantique 2, déployé à Djibouti, a escorté un navire marchand depuis le golfe d'Aden jusqu'au franchissement du détroit de Bab el-Mandeb. Ces différentes actions aéromaritimes témoignent de l'engagement des armées françaises en faveur de la sûreté maritime et de la liberté de navigation dans cette région. Plus au sud, maintenant dans la Corne de l'Afrique, la France s'engage aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de coopération en matière de défense, le TCMD. Ces dernières semaines, les forces françaises stationnées à Djibouti se sont vues renforcées de 2 Mirage 2000D. Ces appareils biplaces viennent compléter le spectre des missions aériennes déjà assurées par les Mirage 2000-5 déployés sur place. Donc, du 17 au 24 août, les Mirage 2000-5 et les 2000D des FFDJ ont ainsi effectué 24 sorties aériennes. Ces vols s'inscrivent dans le cadre de la défense de l'espace aérien djiboutien et contribuent au maintien en condition opérationnelle des pilotes et des équipages. On passe maintenant à la zone Afrique, où les armées françaises poursuivent leurs activités militaires opérationnelles à la demande des partenaires. Tout d'abord, dans le golfe de Guinée, suite au passage de l'ouragan Erin au Cap-Vert le 11 août, les armées françaises ont répondu à l'appel international pour apporter un soutien HADR, donc Humanitarian Assistance and Disaster Relief, par l'emploi d'une frégate de surveillance déployée dans le cadre de la mission Coramba. Depuis le 24 août, l'équipage apporte son appui aux autorités capverdiennes, contribue à l'aide alimentaire et déploie des plongeurs pour dégager des canaux d'accès au port. En parallèle, au Gabon, des instructeurs du détachement de liaison interarmées dispensent une formation au combat rapproché au profit d'un détachement des forces armées gabonaises. Les militaires gabonais impliqués obtiendront à la suite de cette formation un brevet de moniteur TIOR. Donc le TIOR, ce sont les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, c'est du corps à corps. Cette action de coopération contribue à la montée en capacité opérationnelle des FAG. On passe maintenant à la zone Indo-Pacifique où le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer d'Entrecasteaux des forces armées en Nouvelle-Calédonie a participé cette semaine à un exercice de reprise de vive force d'un bâtiment à la mer, conjointement avec l'antenne GIGN de Nouvelle-Calédonie. Cet entraînement a permis de renforcer la coopération opérationnelle interministérielle ainsi que la capacité des forces armées en Nouvelle-Calédonie à répondre efficacement en cas de crise. D'autre part, en Indonésie, les forces armées en Polynésie française, les FAPF, et les forces armées de Nouvelle-Calédonie, les FANC, ont participé à l'activité de coopération multinationale Super Garuda Shield aux côtés des partenaires australiens, britanniques, coréens, japonais, néerlandais et néo-zélandais. À cette occasion, la France a déployé un avion de type CASA afin de réaliser des largages de parachutistes français et indonésiens conjointement avec des équipes américaines et japonaises. La participation des armées françaises à Super Garuda Shield 2025 renforce l'interopérabilité avec nos partenaires et soutient la stabilité régionale dans le cadre d'un espace Indo-Pacifique libre et ouvert. On passe maintenant à la zone Antilles-Guyane, où en Martinique, un détachement des forces armées aux Antilles a conduit un partenariat militaire opérationnel au profit des forces armées de l'île de la Barbade.
Axée sur le combat en jungle et en zone urbaine, cette action de coopération bilatérale a favorisé un partage de savoir-faire et a renforcé les liens déjà établis entre les deux armées. D'autre part, en Guyane, 2 hélicoptères H225M Caracal sont venus renforcer les moyens des forces armées en Guyane. Ils ont mené des missions d'entraînement à l'hélitreuillage depuis un patrouilleur des Antilles-Guyane et ont également participé au ravitaillement des troupes engagées dans l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal, Harpie, dont les missions se poursuivent en appui des forces de sécurité intérieure. Enfin, en mer, les FAG mènent quotidiennement des missions de surveillance pour lutter contre la pêche illégale. Dans ce cadre, le patrouilleur Antilles-Guyane La Résolue, appuyé par la gendarmerie maritime, a intercepté un bateau pratiquant la pêche illégale. Ces opérations menées régulièrement par les FAG garantissent la souveraineté de la France dans sa zone économique exclusive, ainsi que la préservation de ses ressources. On termine avec l'Hexagone, où la mission de lutte contre les feux de forêt se poursuit par l'engagement le 27 août d'un sous-groupe du génie intégré dans le secteur de Capcieux. Donc, depuis le 27 juin, les armées ont engagé 4 sous-groupes de ce type, ainsi qu'une section militaire de renfort intégrée et un détachement d'hélicoptères en appui des unités du ministère de l'Intérieur. Notamment employées lors des importants incendies de l'Aude, une partie de ces capacités a aussi été engagée sur des incendies en Charente. Et en parallèle, des modules adaptés de surveillance sont déployés en Corse depuis le début de l'été pour contribuer à la surveillance des départs de feu. Et ceci conclut mon intervention. Merci beaucoup pour cet exposé très complet. Et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine à 11h pour le prochain point presse. Merci et très bonne fin de semaine à tous.